Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci d'être venus ce soir pour assister à notre deuxième conférence. Donc, ce soir, Isegoria a l'immense plaisir d'accueillir Bernard Barsotti pour une conférence sur le thème de la vie, qui est le thème de nos prépas et de nos futurs audinciens, j'espère. Alors, Bernard Barsotti, bonsoir et bienvenue à Audencia. Vous êtes actuellement professeur en prépa au lycée Sainte-Geneviève à Versailles. Vous êtes docteur agrégé en philosophie et auteur de plusieurs articles sur Kant, Husserl ou encore Bachelard. Vos thèmes de réflexion portent sur la phénoménologie ou encore l'épistémologie, donc domaines dans lesquels vous êtes spécialiste. Mais vous êtes aussi compositeur. Et vous avez créé cette année votre deuxième quatuor à cordes. Voilà, donc avant de laisser la parole à Christine Noël, la marraine de notre association, qui va introduire le débat de ce soir, je souhaite donc vous remercier, Bernard Barsotti, d'avoir accepté notre invitation. Et je vous remercie aussi d'être venu assister à cette conférence. Donc voilà. Alors la vie entre action et création, je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec plaisir qu'Isegoria accueille ce soir Bernard Barsotti, qui nous propose un sujet de conférence ambitieux, puisqu'il s'agit de penser la vie entre action et création. Nous touchons en effet ici à la mission essentielle de la philosophie, telle qu'elle est définie par Marcel Deschaux comme le fait de s'engager dans une enquête sur la signification de la vie humaine visant à donner un sens à notre existence. Vous êtes donc ici chez vous, à Isegoria, en tant que philosophe et musicien, même si la philosophie est déjà la plus belle des musiques. Alors bien sûr, cette quête du sens n'est pas le monopole des philosophes. Il s'agit d'ailleurs d'un point de rencontre récurrent entre notamment les philosophes et les artistes. En effet, l'art peut être également défini comme une quête personnelle du sens, tout comme l'est la philosophie. Mais les méthodes utilisées par l'artiste et celles utilisées par le philosophe sont fondamentalement différentes. La philosophie est une discipline utilisant des méthodes rationnelles, critiques, tandis que l'art se trouve souvent dans l'émotionnel et dans l'affranchissement justement des méthodes de création. Alors permettez-moi, avant de vous laisser la parole, de soulever un certain nombre d'interrogations que la lecture du thème de la conférence de ce soir alimente. On parle couramment d'action politique, d'action individuelle, collective, de bonnes ou de mauvaises actions. On évoque également la création dans notre vie quotidienne, que ce soit création artistique ou création d'entreprise. Mais savons-nous pour autant ce que signifient réellement ces concepts, ce dont ils sont porteurs ? Qu'est-ce qui nous permet de distinguer l'action et la création ? La création n'est-elle pas finalement une forme particulière d'action par laquelle l'homme imite son propre créateur, voire souhaite rivaliser avec lui. Enfin, quel est le statut réciproque de l'action et de la création dans la vie humaine ? Bien sûr, ces questions exigeraient bien plus qu'une heure de réflexion et de débat, et nous ne saurions attendre de vous que vous nous apportiez aujourd'hui des réponses sur cette question intemporelle. Mais si seulement vous pouviez ce soir nous rendre un petit peu plus philosophes, et pour reprendre pour la seconde fois de cette soirée une citation de Marcel Deschaux, tout homme serait philosophe s'il mettait plus de méthode, plus de clairvoyance, finalement plus de volonté dans son dessein premier et foncièrement sérieux de ne pas manquer sa vie. Un grand merci de venir nous apporter ce soir, avec l'expérience et la compétence qui sont les vôtres, un petit peu de cette méthode, un petit peu de cette clairvoyance et de cette volonté qui nous font parfois si cruellement défaut.
Vous me dites si vous entendez mal ma voix. Je pense que là, ça va. Ça va bien? Pas du tout? Est-ce que vous entendez mieux là? Bon, alors le thème la vie entre action et création, d'abord je dois dire que je ne l'ai pas choisi au départ du tout par rapport au thème de l'année de nos préparationnaires des classes, enfin des écoles de commerce. Tant mieux s'il y en a qui sont là ce soir. Je viens ici un peu avec deux casquettes, philosophe d'une part, enfin en tout cas professeur de philosophie, et d'autre part compositeur, je dois dire depuis pas très longtemps sur un plan, disons, public. Et donc la question que je me suis posée au départ, c'est en réfléchissant à la notion de création et de vie, c'est que la vie si on la lit à partir des trois grands concepts platoniciens, donc le vrai, le beau et le bien, la vie évidemment se lie de manière préférentielle à partir de la notion de bien et d'action. Et très secondairement à partir de la notion de vérité. Bien qu'on puisse le faire aussi, bien sûr. Et je me suis dit donc quelle est la place de la création dans ce dispositif, et donc j'avais prévu une réflexion préliminaire sur la vie et les chances respectives de l'action et de la création de réaliser en quelque sorte le programme de la vie que je vais un petit peu présenter. Et puis par ailleurs, je voudrais effectivement déboucher assez rapidement, ou en tout cas de manière un peu substantielle, sur le problème de la création artistique aujourd'hui, notamment musicale. Et donc je suis un peu partagé en fait, et entre la première partie de mon exposé et la deuxième partie. Donc je vais, disons, faire un survol rapide de la partie proprement philosophique, et puis venir assez rapidement à des questions qui concernent l'art au XXe siècle. Alors, pour dire les choses de manière très synthétique, puisque ça me permettra d'économiser un peu de temps, la vie, la meilleure approche qu'on puisse avoir de la vie n'est pas une approche essentialiste, en se demandant donc quelle est l'essence de la vie, ou quel est le fondement de la vie, par exemple, mais une approche que j'appellerais intensive, en reprenant ce terme d'ailleurs à Gilles Deleuze. Donc une approche intensive, une approche en intensité, en variation d'intensité, comme aimait à le dire Gilles Deleuze. Et c'est sur cet axe de l'intensité qu'on peut, à mon avis, le mieux distribuer la place respective de l'action et de la création. Donc ça, c'est une partie théorique, disons, de la réflexion. Et puis, il y a une deuxième partie qui est plus liée à la philosophie de l'histoire et de notre histoire, qui est donc la thèse suivante que je présente à très grands traits. C'est une thèse en cascade, en quelque sorte. La première thèse, c'est que la notion, enfin, la catégorie d'action a, disons, du plomb dans l'aile depuis, on va dire, depuis le début du XXe siècle, et la montée, disons, en puissance du machinisme, si on peut appeler les choses comme ça, et que parallèlement, la création du coup a pris une place plus importante, et qu'elle est devenue d'une certaine manière une bonne manière pour la vie de se réaliser. Bon, c'est une thèse très générale qu'il faut que je précise dans des réflexions que je vais mener un petit peu après. Et donc, ce n'est pas une concurrence dont il s'agit, il n'y a pas de concurrence, parce que d'une certaine manière, l'action s'est éteinte. Donc ici, je m'appuierai au futur ou au conditionnel, je ne sais pas encore, sur Hannah Arendt et sur l'analyse de la décadence, la fin de la catégorie d'action.
Et puis, donc, d'autre part, j'essaierai de montrer, en m'appuyant sur quelques artistes du XXe siècle, notamment Kandinsky, comment l'art est devenu une puissance beaucoup plus importante que par le passé dans je dirais, le combat de la vie pour son propre épanouissement. Et tout cela déboucherait à la fin donc sur une thèse, comme vous avez dit tout à l'heure, et je vous en remercie, un peu ambitieuse, même ambitieuse aussi vu le temps que nous avons, qui est la suivante. Donc c'est une thèse en cascade. La création a elle aussi perdu son sens dans le cours du XXe siècle. Bon, alors il faut évidemment attester tout cela, c'est une proposition facile comme ça, il faut le regarder de plus près. Mais en gros, la thèse, c'est cela. La création, non seulement l'action a chu, le cours de l'action a chu, si je puis dire, au début du XXe siècle, mais la création qui a pris le relais, et qui était flamboyante au début du XXe siècle, elle aussi a chu ensuite. Alors, ma thèse, bon, c'est une thèse, il est assez facile pour des philosophes de construire des thèses et des machines, mais ma thèse est que la création doit se demander aujourd'hui où elle va, doit se demander comment elle peut reprendre racine dans le bon sens, et c'est seulement à cette condition que l'action qui aujourd'hui nous fait totalement défaut pourrait à nouveau éventuellement renaître. Donc vous voyez, c'est un programme à étage pour les 10 prochains millions d'années. Donc revigoration de la création qui permettrait ensuite de replacer l'architecture arendtienne dans le bon sens, c'est-à-dire l'action au sommet. Mais déjà, il faudrait retrouver le sens de la création. Donc voilà, je crois que j'ai résumé ainsi les 4 ou 5 pages de mon propos initial, que je vais quand même maintenant reparcourir un peu plus concrètement, sans toutefois m'arrêter sur tous les points. Et puis j'en reviendrai donc à une partie plus artistique. Et donc, pour le dire, pour le répéter, donc ma double question est la suivante. Quelle place la création peut-elle occuper aujourd'hui par rapport à l'action? Donc ça, vous avez compris que c'était le problème général. Quelle place la création peut-elle occuper aujourd'hui par rapport à l'action? Et du coup, quelles sont les conditions d'un renouvellement de la création, et notamment, je pense à la création musicale, que je connais un peu moins mal, sans la connaître très bien, par rapport aux autres créations. Donc, quelles sont les conditions d'un renouvellement, d'un renouveau de la création musicale? Avec une ligne de mire, si vous voulez, extrêmement polémique et très, très mode d'une certaine manière, avec une question qui aurait fait un plus beau titre de conférence que celle-ci. Je regrette bien d'ailleurs de ne pas l'avoir donné. Si j'avais su que j'étais accueilli aussi sympathiquement, j'aurais dit en titre, j'aurais posé la question suivante, pourquoi la musique contemporaine est-elle inaudible? Bon, avouez que c'était quand même plus attractif comme titre, mais j'ai pas osé, voilà, de peur qu'il n'y ait personne. Bon, alors, j'ai pas mis ça. Alors, donc, pourquoi la musique contemporaine est-elle inaudible? Bon, alors, c'est une question très précise et très polémique, mais qui renvoie donc à l'exténuation de la puissance créatrice dans notre temps. Donc, vous voyez, c'est un propos de philosophie, et en même temps un propos de jugement sur le présent. Bon, c'est l'intérêt. Il y a que les procès d'intention qui valent la peine d'être faits, sinon c'est... Voilà. Donc c'est ce procès-là que j'essaie de soutenir. Alors, comme je l'ai dit, la vie comme action s'est abaissée, elle s'est dévaluée au point de devenir, bon, petit clin d'œil, petite pique, au point de devenir donc un concept d'économie positive. Tout le monde sait ce que c'est qu'une action, ça au moins on sait. Et c'est pour cette raison-là, pour cet abaissement-là, que le moment créatif est promu finalement au rang de tête par rapport aux potentialités de la vie, et pourrait, le cas échéant, donc, comme je le disais, relancer l'action. Relancer l'action à une condition toutefois, donc c'est que
l'art comprenne bien lui-même quels sont ses ancrages vitaux, ce qui n'est plus le cas. Donc voilà, l'horizon serait évidemment de savoir comment s'y prendre pour redonner puissance et vitalité à l'art contemporain, enfin à la création contemporaine, parce que par art contemporain on désigne des choses très particulières. Regagner donc puissance et vitalité, et pourrait-elle aider donc de ce fait à orienter la vie vers l'action à nouveau. Bon, alors voilà, c'est là que je vais passer un petit peu en mode accéléré sur des concepts fondamentaux de la vie, donc je suis un petit peu désolé pour les préparationnaires qui sont là, mais je vais quand même essayer de donner quelques éléments. D'abord, la vie biologique se définit donc comme création, se définit bien par le concept de création qui contient deux choses, qui contient l'arrachement d'une part à l'inertie physico-chimique et d'autre part par l'invention d'une infinité de formes. Donc le mot création va bien à la vie biologique. Si on prend maintenant la vie humaine, c'est le contraire. Si on prend la vie humaine, le concept qui la caractérise le mieux, c'est pas la création, même s'il y a des créateurs, c'est l'action. Et la création apparaît comme en seconde position, en quelque sorte, comme une possibilité humaine, mais qui n'est pas évidemment absolument nécessaire, qui est même un peu luxueuse et qui est, d'une certaine manière, donc subordonnée. Le bios crée, l'anthropos agit. Alors, la question est laquelle de l'action ou de la création exprime le mieux la vie humaine? La réponse étant, de manière obvie, l'action. Mais c'est justement peut-être ça qu'il faut questionner, en tout cas que nous sommes obligés de questionner. D'abord, tout simplement, si on vous posait la question, vous répondriez l'action, parce que d'abord, l'action, elle échoit à chacun d'entre nous, ou presque. La praxis, ça existe. La privation de praxis, ça existe, mais c'est quand même des cas très rares. Donc nous savons tous agir. Et inversement, on parle d'un don artistique pour bien montrer que c'est un petit peu réservé. Bon, voilà. Et puis d'autre part, l'action débouche sur des résultats nombreux, visibles, utiles, méthodiques, renouvelables, qui donnent assez bien au sujet le sentiment d'exister. Je pense à une phrase de Spinoza qui est celui qui meurt enfant meurt malheureux. Celui qui meurt enfant meurt malheureux. Pourquoi? Parce qu'il a joué, mais il n'a pas agi. Donc agir, c'est quand même le télos fondamental de la vie humaine. Demandons-nous donc pourquoi nous mettons en tête comme ça l'action, et sans doute à juste titre. Nous sommes là. Pourquoi? Pour agir plus que pour créer, même s'il faut aussi créer. Eh bien, en raison, donc, pour faire apparaître ces choses-là, demandons-nous ce que c'est la vie en termes intensifs. Et si on définit la vie en termes intensifs, on arrive à une définition qui ressemble un peu à ça. Le problème de la vie, c'est le problème de la conversion, de la conversion à l'extériorité. Le passage dans un autre élément que son point de départ, qui est l'intériorité. Problème de conversion, de réversion de l'intériorité vers l'extériorité. Alors j'ai une série de définitions, je vais passer rapidement. Michel Henry, par exemple, je dirais c'est le contre-exemple, parce que lui, Michel Henry, dans l'essence de la manifestation, définit la vie comme le fait de se sentir et de s'éprouver soi-même en tout point de son être. Et c'est une définition qui est très peu extravertie, c'est le philosophe de l'immanence absolue, donc c'est pas une définition qui va très très bien avec le projet d'une définition intensive de la vie, et à mon avis c'est un problème justement. Aristote définit la vie comme le passage de la puissance à l'acte, pour faire bref, et dans le passage de la puissance à l'acte, il y a évidemment le monde dans lequel l'acte est accompli, et dans lequel la puissance doit se déverser en quelque sorte. Spinoza, nous entendons par vie la force qui fait persévérer les choses dans leur être, et nous savons bien que chez Spinoza, cette force, ce conatus, cet effort de la vie, consiste à atteindre la cause adéquate, c'est-à-dire une formulation complète, aboutie de nos
affects dans l'extériorité, de sorte qu'il y ait une correspondance étroite entre nos vécus affectifs et les choses que nous leur donnons en correspondance dans le réel. Donc c'est déjà une définition très extravertie, très intensive que celle de Spinoza, comme Deleuze l'a très bien vu d'ailleurs dans son livre sur Spinoza. Bergson, très clairement dans le sens que nous soutenons, c'est-à-dire la vie et la liberté s'insérant dans la nécessité et la tournant à son profit. Et donc là, nous avons très clairement le problème de l'extériorisation de l'intériorité et le problème très important de la conservation de l'intériorité dans l'extériorité. Et ça, il est impossible de le nier. C'est Hegel, évidemment, qui, ici, coiffe tout le monde sur le fil avec une définition tout à fait essentielle de la vie, non pas de la vie biologique, mais justement une définition essentielle de la vie qui est donc la vie est le concept auquel est conforme son objectivité. Alors bon, c'est du Hegel, donc on ne comprend pas tout de suite, il faut quelques années, mais je répète, la vie est le concept auquel est conforme son objectivité. Autrement dit, la vie est le mouvement de l'en-soi vers l'extériorité, mais ce que voit très bien Hegel, c'est que ce mouvement, pour que ce soit un mouvement vital, doit aboutir à une extériorité telle que, en étant hors de soi, le sujet reste lui-même et puisse, comme il le dit, se reconnaître dans ce dans quoi il se projette et dans ce dans quoi il se réalise, un peu à la manière dont le Père se reconnaît dans le Fils, mais ce n'est qu'une métaphore. Mais Hegel va, on le sait, trop loin dans cette définition, et je ne retiens pas tout de Hegel parce que Hegel a une foi absolue dans ce qu'il appelle la médiation, c'est-à-dire en gros, tout va bien se passer. Ça sera peut-être dramatique, ça sera peut-être dur, mais le film se terminera bien, l'en-soi trouvera une bonne extériorisation, c'est l'esprit absolu, c'est la fin de l'histoire, tout se passera bien. Et là-dessus, je pense que, évidemment, c'est un peu trop avant Freud. Et donc, je dirais au contraire qu'il faut retrancher un peu de Hegel et dire que s'il y a bien un problème humain de la vie, plutôt, j'insiste sur le mot problème, un problème humain de la vie, non pas simplement un processus humain de la vie, c'est précisément parce que les choses ne se passent pas bien. Parce que quelque chose ne passe pas la barre, qu'il y a du résidu, du reste, de la déception, de la frustration. Et cette frustration, cette insatisfaction, elle est absolument patente dans le mouvement de la vie. On pourrait même aller jusqu'à dire que la vie humaine est un échec global. On pourrait s'appuyer sur Heidegger, par exemple, pour dire ce genre de choses. Un échec global parce que la vie n'arrive pas, ou n'arrive pas encore, c'est toute la question finalement, à se dire pleinement. Donc la vie humaine est mal faite, elle est malade, elle va mal, et peut-être même que c'est congénital, et donc de toute façon, il n'y a pas de débouché adéquat à la vie en l'homme. Donc la vie, l'action, la création a un problème de débouché, comme un fleuve qui, lentement ou plus vite, et par un tracé plus ou moins direct ou zigzagant, cherche son débouché vers la mer. Et j'ajouterai une dernière définition, celle de Kant, que finalement me paraît la plus percutante. Kant définit la vie par la faculté d'agir selon des représentations, selon ses représentations, et il définit le désir par cette formule tout à fait étonnante, difficile. Le désir est la faculté d'être par ses représentations cause des objets de ces représentations. C'est-à-dire que j'ai une représentation, vouloir consiste à faire en sorte que cette représentation devienne un objet réel. C'est tout simple finalement. Bon, la formule est un petit peu étrange, mais c'est ça que ça veut dire. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, Deleuze fait, qui dans
Anti-Oedipe cite ce texte de Kant, fait un contresens, puisqu'il dit que finalement, Kant en reste à l'objet fantasmatique. Donc le désir, c'est la faculté d'être par ses représentations cause des objets de ces représentations, c'est-à-dire le désir serait la faculté d'halluciner finalement, et de se dire, bon ben, ce que j'ai pas dans le réel, je peux au moins l'avoir dans mon fantasme. C'est pas du tout ce que dit Kant. Kant écrit bien le mot objet, hein, et donc le désir, la volonté qu'on réunit pour l'instant, même si il faut aussi distinguer les deux, mais cette puissance-là, elle consiste pas du tout à se la raconter, mais à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à faire passer la substance dans le réel. Alors tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas, mais alors évidemment, on peut dire que quand ça ne marche pas du tout, on en reste au plan fantasmatique. Je pense à une phrase d'un célèbre candidat, un ancien candidat à la présidentielle devenu président 2 fois de suite, après de nombreux échecs. Et cette phrase, c'est, vous vous en souvenez, c'est « on ne peut rien contre la volonté d'un homme ». Alors ça correspond assez bien à ce que dit Kant. Donc, la meilleure stratégie dans cette extériorisation, c'est bien évidemment la volonté. C'est pour ça que je posais la question, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le... Bon, la volonté, l'action est la meilleure stratégie. En quoi consiste l'action? L'action consiste à utiliser l'intellect là où il ne devrait pas être. L'intellect, il est fait pour saisir des idées, il n'est pas fait pour saisir il n'est pas fait pour agir. Et l'action, c'est ça, justement. L'action, ça consiste à utiliser les ressources de l'intellect pour le faire fonctionner dans la pratique, là où ce n'est pas vraiment son lieu. Et c'est ce qu'Aristote, notamment, appelle la prudence. C'est une bonne stratégie, évidemment, bien meilleure que la création, et elle a néanmoins ses limites. Et sa limite, elle est importante. Sa limite, c'est que je ne peux faire passer dans le réel, par le chemin de l'action, que ce qui est, que quelque chose qui est suffisamment rationnel. C'est-à-dire déjà en adéquation avec le réel. Suffisamment en adéquation avec le réel. Il faut de la rationalité pour agir. Si je dis par exemple que je serai votre prochain président de la République, c'est doublement délirant, je vous rassure, parce que je ne tiens compte ni de moi ni du monde quand je dis ça. Pourtant, dans l'absolu, j'ai bien le droit d'avoir une vie fantasmatique consacrée à devenir président de la République. Hein. Bon, mais ça, c'est pas de l'action. Donc, on voit apparaître la deuxième voie, qui est la voie finalement de la création, et on voit ce que c'est que la création. C'est une démarche de la vie qui cherche à faire aboutir quelque chose de plus profond, de moins rationnel, de plus intime, et qui va le déposer évidemment pas exactement dans le monde, parce que ce n'est pas la démarche de la création, parce que le contenu de la création manque de rationalité, mais à le déposer un peu à côté, si je puis dire, du monde, et c'est cela une œuvre. Hein, c'est une formation un peu marginale, un peu sur le bord du monde, mais qui néanmoins est dans le monde. Elle est dans le monde. Elle n'est pas dans ma tête. La création, elle est sur une partition, elle est dans un musée, dans une pièce, il y a une statue, il y a un tableau, il y a une musique. Donc ce n'est pas tout à fait le monde rationnel, mais c'est quand même dans le monde. Bon, on en est donc ici à mesurer, si je puis dire, des taux d'intérêt. La vie est jouissance de soi comme extériorisation d'une intériorité. Extériorisation d'une intériorité, bon, on passe dans l'extérieur, mais jouissance de soi parce qu'on se conserve soi-même dans cette extériorisation. Sinon, c'est pas intéressant. Donc le problème de la vie, c'est de se donner des formes extérieures tout en restant au maximum vivante, justement, et en restant elle-même à l'intérieur de ces formes extérieures. Alors il faut distinguer justement ici deux côtés, hein, pour essayer d'avancer un peu dans la réflexion, c'est le côté de l'intention et le côté du résultat. Et je dirais, puisqu'on en était à mesurer des taux d'intérêt justement, que du côté de l'intention, il faut mesurer le taux de substance, c'est-à-dire quel est le quantum de substance individuelle qui passe dans l'action et quel est le quantum de substance individuelle qui passe dans la création.
Comme on est pressé, on va donner la réponse. La réponse, c'est que dans la création, il y a plus de moi qui passe que dans l'action, qui est plus, disons, ordinaire. Si on se place du côté du résultat, on va chercher ce que j'appellerais le taux d'objectivité. Le taux d'objectivité, mais alors ce taux d'objectivité, il ne se mesure pas tout à fait de la même manière selon qu'on parle d'action ou de création. Si on parle d'action, si on parle de création, d'abord, je parlerai d'un fort taux de solidité. L'œuvre est une concrétion, une réalité concrète extrêmement dense, parfois impénétrable, qui donc est très locale, visible localement et invisible ailleurs. Bon. Inversement, l'action présente un taux d'objectivité qui se mesure en taux de visibilité. Alors par visibilité, je ne veux pas dire qu'on voit l'action, parce que précisément l'action en tant que telle, elle est invisible. On ne voit pas la chose qui est réalisée parce qu'une action ne réalise pas une chose, mais on voit le monde changer, si on peut dire, pour aller vite. On voit le changement, comme on dit, ça change, c'est pas pareil, l'action est passée par là. C'est une visibilité à condition de regarder. Bon, voilà, on peut le voir évidemment parfois tellement c'est criant sans faire d'effort. Parfois, il faut qu'on sache quelque chose pour voir le résultat d'une action. Il y a quelque chose à changer. Prenons 3 exemples. Alors, prenons donc un homme d'action intégrale. Prenons-en 3. Prenons 2 hommes et une femme. Jean-Marie Messier, Lénine et Mère Teresa. L'homme d'affaires, le révolutionnaire, la sainte. Nous avons l'action économique, l'action politique, l'action morale. Ces 3-là modifient le monde, modifient un coin du monde, plus ou moins globalement. Ils prennent une partie du monde et, pour eux, en quelque sorte, ils la maîtrisent et ils la marquent, cette partie du monde, de leur empreinte. Mais on ne peut montrer leurs œuvres, par ailleurs. On peut montrer leurs œuvres. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas. L'homme d'action crée des institutions, des œuvres de charité, des marques commerciales, mais ce sont seulement des formes générales et non pas des choses singulières ou des actes singuliers. Leur action est en quelque sorte entièrement passée dans le monde, dans la trame du monde. C'est une visibilité maximale. Encore une fois, il faut peut-être faire l'effort de la voir, mais c'est obvi, c'est étalé dans le monde. Prenons maintenant un créateur intégral, prenons-en 2, Proust et Nietzsche. Ces 2-là sont au fond de leur lit, où ils créent des œuvres étincelantes qui survivront définitivement au-dessus du cours du monde, quelle que soit la tournure que ce cours prend. Ils ont donc ajouté quelque chose au monde, ils ne l'ont pas transformé. Donc leur investissement est d'une substantialité maximale, indestructible. C'est le propre des chefs-d'œuvre, ils sont indestructibles, dit-on. Tandis que l'action atteint une visibilité maximale. Bon, en tout cas, on voit que la réponse spontanée que nous avions tout à l'heure à propos du match action-création qui gagne, à savoir l'action, ne va plus tout à fait de soi, parce qu'on comprend que le problème de la vie, c'est un problème de ratio, de réversion au réel. Et ce ratio de réversion au réel, il se mesure aussi bien, il ne se mesure pas seulement du côté du résultat, justement, mais il se mesure aussi, comme dit Hegel, du côté de la substance. Combien de ma substance ai-je réussi à objectiver ? Donc la vie coule, mais coule vers où ? Et vers où, préférentiellement, choisit-elle la destruction-construction de l'homme d'action, ou bien le brouillard à haute intensité de l'artiste ? Bon, d'un certain point de vue, la création se présente comme une dépression de l'action. Il faut aussi voir ça. La création est une moindre action, c'est même une dépression de l'action. L'enfant joue parce qu'il ne parvient pas à agir. Et nous jouons quand nous avons échoué. Il y a une sorte de substitution, de compensation par le jeu, et par le jeu qui est une forme primitive de la création, si vous voulez, et qui montre que quand même la vie va à l'action. Mais
nous l'avons suggéré, on voit que dans ce repli de la création, dans cette intériorité de la création, la vie peut-être trouve une seconde chance, une nouvelle intensité, et retrouve, si j'ose dire, une justesse de tir. Hein, et c'est le problème de l'œuvre, finalement, de viser juste et d'exprimer véritablement la substance du créateur. Donc on ne va pas s'en tenir au modèle de la décadence, c'est-à-dire l'action des choix en création quand elle ne parvient pas à se réaliser. L'artiste est un homme d'action raté, etc. Mais on va plutôt parler d'oscillation, comme Schopenhauer qui parlait d'oscillation. La vie de l'homme oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. Eh bien, je dirais que notre vie oscille comme un pendule entre deux manières de négocier l'objectivation du moi dans le monde. Tantôt plus réel, mais moins authentique, c'est l'action, où vraiment je passe à l'extérieur, mais au fond, je livre une généralité, et c'est le but de l'action d'ailleurs, de livrer une généralité utilisable par tous, ou tantôt au contraire dans la création plus profonde, plus intense, plus intime, mais qui manque quand même un tout petit peu de réalité. Les artistes sont quand même un petit peu des doux rêveurs à côté de la plaque. Bon, donc on a les deux en concurrence, en oscillation ici, plutôt que de hiérarchiser simplement les deux. Bon, alors je vais maintenant m'intéresser au primat de l'action pour prendre les choses dans l'ordre, puisque la chose normale, c'est le primat de l'action dans la vie. Et donc ce primat de l'action, je vais l'analyser avec Hannah Arendt et puis Hegel, et je ne vais peut-être pas faire Hegel du tout pour gagner du temps, hein, selon le temps que l'on je dispose. Hein. Donc, partons de la phrase, donc je vais m'installer maintenant dans la condition de l'homme moderne, le livre d'Hannah Arendt, et partons de la célèbre phrase d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, l'homme doit, autant qu'il le peut, s'immortaliser. L'homme doit, autant qu'il le peut, s'immortaliser, c'est la fin de l'Éthique à Nicomaque. Que veut dire Aristote? Bon, Aristote veut dire deux choses, non pas une. On peut entendre l'immortalisation au sens de l'éternité ou au sens de l'immortalité. Hannah Arendt distingue éternité et immortalité. La première est divine, la seconde est terrestre, on va préciser. Donc l'éternité, nous la gagnons par la pensée, par la contemplation, par la théologie, par la philosophie, par la pensée. Donc, le contraire de la pensée, c'est l'action, c'est la contribution au monde. C'est la deuxième voie, et c'est de ce côté-là que se trouve véritablement l'immortalité. Mais évidemment, c'est une voie beaucoup plus difficile, beaucoup moins confortable que l'immortalisation par la pensée et l'éternité. Puisque cette immortalité proprement dite donc, consiste à réaliser ici-bas des actions ou des choses d'une telle grandeur, des actes qui surplombent tellement notre pauvre agir quotidien, qu'elles mériteraient, et leur auteur avec, de s'élever en quelque sorte à l'intemporel. Donc, bien entendu que l'immortalité est une illusion, mais en même temps, nous dit Hannah Arendt, elle est toute la grandeur de l'homme. Plus qu'une illusion, d'ailleurs, il faut plutôt dire que c'est une fabrication littéraire, puisque l'immortalité se gagne par le fait qu'elle est narrée, mémorisée à travers les œuvres et les œuvres des artistes, entre autres. Alors, comment gagner cette immortalité? Par l'action, c'est donc clair. Quelle action? Et c'est là que les choses se précisent très, très étrangement pour nous. On connaît deux voies de l'immortalisation, en tout cas dans l'imaginaire collectif. C'est premièrement la gloire du héros homérique, l'exploit guerrier, ou l'autre voie qui est le saint, les actions morales qui me proposent pour l'élection au rang de saint. Eh bien pas du tout.
Pour Hannah Arendt, si nous pouvons gagner notre immortalité ici-bas, c'est par l'action politique. C'est par l'action politique, elle pense peut-être à Périclès en effet, c'est une pensée qui ne nous dit plus grand-chose à nous, on ne voit pas bien ce que ça peut vouloir dire. Alors pour Hannah Arendt, ça veut dire la chose suivante, je gagne l'immortalité quand je contribue de manière décisive à l'ouverture de l'espace politique, qui est l'espace de la liberté. Donc, c'est là que se trouve la liberté, c'est pas dans la famille, c'est pas au bureau, c'est pas dans l'usine, c'est pas même pas dans l'atelier de l'artiste, c'est sur la place publique, c'est dans le débat public, c'est dans la cité. Et donc l'exploit pour Hannah Arendt est politique. Malheureusement, comme je le disais à l'instant, nous avons, nous modernes, perdu complètement le sens véritable de la vita activa, de la vie active. Et par ailleurs, la vita contemplativa, la vie contemplative, ne nous inspire plus du tout, d'abord parce que nous avons des formes de vie tellement collectives que le sage individuel, c'est quelque chose qui ne marche pas très bien. Alors nous confondons, nous explique Hannah Arendt, nous confondons la politique, l'art et l'économie, c'est-à-dire les trois choses que je viens de citer. Nous confondons tout, nous confondons travailler, créer et agir proprement dit. Plus exactement, nous ramenons tout au travail. Nous confondons agir avec le fait d'inventer des choses. Premièrement, nous confondons agir avec la création, avec le fait d'inventer des œuvres durables. Et en plus de ça, nous confondons cette volonté de créer et la création avec le fait de nous donner des objets à consommer. Donc, nous rabaissons l'action en création d'œuvres, ce qui est déjà un contresens pour Hannah Arendt, et en plus de ça, nous rabaissons la création d'œuvres à une fabrication d'objets consommables. C'est le grand reproche donc, que Hannah Arendt adresse à Marx, mais également à Adam Smith, à Locke et à toute la suite. Contrairement donc à ce que pense toute l'économie politique, le travail n'est pas de taille à configurer correctement le monde des hommes et à engendrer l'espace public. Même le passage à la macroéconomie, à l'économie mondialisée, ne change rien. Seule une considération spéciale de la politique et de l'État, à bonne distance de l'économie, est capable de créer les conditions de la liberté. L'économie mondialisée n'a rien de mondial au sens d'universel, c'est seulement une privatisation géante. En même temps, Hannah Arendt rend un hommage à Marx pour la première partie de son analyse, à savoir avoir montré que les hommes produisent eux-mêmes leurs conditions d'existence, donc avoir fait le lien entre le travail et finalement la biologie la plus élémentaire. L'animal chasse, l'homme travaille, en quelque sorte. Donc c'est un lien très fort entre travail et biologie qui est établi chez Marx, et c'est une chose avec laquelle Hannah Arendt est d'accord. C'est peut-être d'ailleurs faux, mais en tout cas elle est d'accord. L'économie n'est peut-être affaire ni de sciences financières, comme le soutient le néolibéralisme, ni de biologie, comme le dit Marx et Hannah Arendt avec, mais peut-être plus d'esprits animaux ou de désirs, comme viennent de le rappeler Ekerlof et Schiller dans leur livre sur les esprits animaux, précisément. Bon, mais quelle que soit l'option choisie, donc, il est clair que le travail ne peut fournir à la vie un débouché satisfaisant. Seule l'action politique nous ferait passer à la vie en grand, en quelque sorte. Mais cela, encore une fois, c'est quelque chose qui, pour nous, ne veut pas dire grand-chose. Cette conception héroïque de la politique nous paraît un petit peu opaque. Et, pour Hannah Arendt, donc, la politique est le domaine où je suis attendu par mes semblables pour donner le meilleur de moi-même, voire pour être le meilleur. C'est en politique que je dois être le meilleur. Bon, donc là-dessus, nous avons tout à réinventer dans ce domaine de l'action. J'expliquais qu'elle avait fortement chu au XXe siècle. Ce siècle, donc, où nous sommes aujourd'hui, qui est un totalitarisme soft des réseaux et qui se caractérise de surcroît par l'impuissance du politique. Donc, tout ceci marque l'effacement de l'action.
bon, ce qu'apportent les œuvres dans la création artistique et les œuvres de la création artistique dans ce dispositif arendsien, c'est une chose quand même très importante qu'il faut souligner, c'est que certes l'action politique configure l'espace politique, donc l'espace de la liberté essentielle, mais les œuvres jouent un très grand rôle parce que les œuvres, c'est la durabilité. Les œuvres apportent, se situent entre la futilité de la vie économique, réduite à la biologie, et la fragilité de l'action politique, toujours très délicate, menacée de l'extérieur, menacée de multiples périls. Il y a intercalé entre les deux les œuvres qui sont d'une durabilité qui fait dire à Hannah Arendt, par exemple, que grâce aux œuvres, le monde des objets devient comme la patrie immortelle d'êtres mortels. Le monde devient la patrie immortelle d'êtres mortels. Donc c'est pas l'action politique qui, en l'absence d'action politique capable de configurer de manière très solide la vie politique dans des institutions, les œuvres au moins servent à établir, comme le dit aussi Hannah Arendt, une barrière entre les hommes et la nature, à établir un lieu habitable pour les hommes. Et on peut dire que dans l'écroulement du politique, l'art garde la maison en quelque sorte pour raccourcir sa pensée. Donc je vais ici tout à fait écarter Hegel, simplement citer une chose de Hegel qui est que pour Hegel, qui considère aussi l'action comme le débouché essentiel de la vie, donc pour Hegel, l'action dépasse toujours l'agent en quelque sorte. Bon, l'agent, c'est-à-dire le sujet de l'action, le sujet pratique, est toujours dépassé par son action, non pas simplement où il a après coup à rattraper les bêtises qu'il a faites, mais voici une phrase de Hegel à propos de l'action. Lorsque l'individu agit de façon égoïste, il ne sait seulement pas ce qu'il fait. Les hommes n'ont aucune conscience de ce qu'est l'agir. Bon, et il continue, l'agir est meilleur qu'il ne l'individu est meilleur qu'il ne croit. Son agir est en même temps un agir universel. Bon, donc là, je ne citerai que cela de Hegel pour indiquer, donc pour Hegel, l'action est en soi universelle. Et même si ça ne se voit pas. Hein. Donc elle a un taux de visibilité finalement, comme je disais tout à l'heure, maximal pour Hegel. L'action a un taux de visibilité maximal parce que même si l'individu n'en a pas l'intention, ou même si l'individu croit agir seulement pour lui-même, en réalité il agit pour le monde. Et le monde tire profit de son action égoïste. Bon. Voilà. Alors, justement, l'action n'est pas sans faiblesse. Je vais en arriver au primat de la création dans peu de temps. Il faudrait me dire... Ah oui, seulement 15 minutes. Alors, si je ne dispose que de 15 minutes, là, je vais devoir accélérer beaucoup. Alors, je vais donc aborder tout de suite le primat moderne de la création. C'est-à-dire donc la chute de l'action et la montée en puissance de la création. Alors je vais passer directement à Kandinsky. Voilà, je voulais passer d'abord par Bergson et Nietzsche, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, laissons la parole maintenant à un artiste, Kandinsky. Je crois qu'il y a même un tableau de Kandinsky à l'entrée de la salle, enfin à l'extérieur de la salle. Pour montrer, j'ai passé quelques étapes, disons, mais au début du XXe siècle, donc l'action, comme je disais tout à l'heure, a du plomb dans l'aile, et la création devient un processus très intéressant pour la vie. Et
cette question est étonnamment au cœur des questions sur l'art abstrait. Kandinsky écrit en 1912 un livre qui s'intitule « Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier ». Mot spirituel, justement, ici, ne doit pas tromper. Car il ne désigne rien de spirituel, en fait, au sens de contenu religieux ou de contenu transcendant. Le principe de Kandinsky, c'est le suivant. Il le nomme lui-même le principe de nécessité intérieure. Le principe de nécessité intérieure, qui n'est nullement l'objet de l'art, mais qui est la méthode de l'art. Une méthode donc subjective, et demandons-nous ce que la méthode subjective, donc le principe de nécessité intérieure, demandons-nous ce que cette méthode vise, et la réponse de Kandinsky est l'élément d'art pur et éternel. L'élément objectif, dit-il encore, ou encore l'éternel objectif. Bon, deux choses qui ne sont pas spécialement spirituelles. Alors on peut se demander un petit peu ce que c'est que cela, et il nous le dit, il précise un petit peu ce qu'il entend donc par cette méthode de nécessité intérieure qui parvient à dégager de l'être l'élément éternel et l'élément éternel objectif. Eh bien, c'est ce qu'il appelle le principe du contact efficace avec l'âme humaine. Je cite, « La couleur recèle une force encore mal connue, mais réelle, évidente, et qui agit sur tout le corps humain. » Bon, ça, c'est une phrase centrale, en réalité, pas large, très, très étroite, très, très précise, qui implique la couleur, qui implique sa force et qui implique son action sur tout le corps humain. Donc l'art a pour objet, a pour visée d'élargir notre sensorialité vécue à travers le corps. Il faut, dit Kandinsky, atteindre la vibration intérieure, la résonance intérieure qui se produit quand l'artiste, précisément, capte l'élément d'art pur et éternel dans le réel. Il atteint alors la vibration juste, dit-il. Il en résulte aussi d'ailleurs une critique radicale des conventions et des procédés conventionnels de l'art, puisque désormais le véritable juge de l'art, de la beauté, c'est l'artiste lui-même, à partir précisément de son exigence et de sa capacité à la nécessité intérieure. Bon, j'accélère encore, quel est le sol de cette expérience de nécessité intérieure? Sur quoi s'appuie la subjectivité? Qu'est-ce qu'elle atteint et comment l'atteint-elle? Kandinsky nous le suggère, c'est à travers le corps. Et ici, il faut bien faire attention que l'artiste ne déclare pas qu'il fabrique les contrastes et les oppositions de couleurs. Il ne fabrique pas les timbres, il ne fabrique pas les tons, il ne fabrique pas les durées musicales, etc. L'artiste déclare plutôt qu'il recueille, qu'il reçoit, qu'il accueille, qu'il enregistre, si on veut, à travers son corps vivant, des choses qui sont bien réelles, des contrastes de couleurs, des assonances, des dissonances. L'harmonie, qui est, nous dit Kandinsky, la loi des contrastes. Donc l'harmonie ne repose pas sur la symétrie, mais elle repose sur la dissymétrie, sur une loi des contrastes, et le propre de l'artiste, c'est précisément d'atteindre l'unité et l'harmonie de ces contrastes qui ne sont pas des contrastes de sa conscience, ne sont pas des contrastes ou des tensions qui sont dans sa conscience. Les sons ne sont pas des fabrications de ma conscience. Ma conscience les vit, et elle les vit d'une certaine manière. Les couleurs ne sont pas des fabrications de ma conscience les vit, elle les vit d'une certaine manière, et c'est là que se fait le lien. Donc, quelle est
Le sol donc de tout cela, le sol, c'est le corps précisément. Le sol de l'art et du beau, c'est le corps. Donc, disons, pour faire vite, nous savons qu'il n'y a plus de ciel du beau, qu'il n'y a plus de ciel platonicien de la beauté, et nous avons en revanche un sol, qui est le corps. Alors, Kandinsky place donc l'art du côté, non pas de l'action du tout, des valeurs morales, mais du côté de l'essence du monde. Donc sa subjectivité n'est pas une subjectivité particulière, mais une subjectivité qui est universelle au sens où elle atteint quelque chose d'essentiel dans l'être du monde. L'artiste n'est pas un homme de communication. L'artiste n'est pas un homme de communication, contrairement à l'homme d'action, qui, lui, veut faire passer au maximum dans le réel son projet. Ce n'est pas un homme d'action, et parfois, à propos de ma propre composition musicale, je me demande pourquoi j'écris la musique que j'écris, et je me réponds à moi-même, en m'adressant à moi-même une boutade en quelque sorte, je me réponds que j'écris tout simplement la musique que j'aimerais entendre. Donc voilà, la création n'est pas un processus d'extériorisation vers autrui. Prenons un fait remarquable aujourd'hui, qui est la diffusion massive de la musique. Sur le web, on trouve des millions de groupes, des millions de compositeurs, des millions de groupes de rock, terme faux mais qui permet de rassembler beaucoup de choses. On trouve seulement quelques milliers de peintres. Bon, un fait sociologique, musical d'une telle ampleur doit être interprété évidemment de manière politique, mais pas seulement. Pas seulement. Et de ce point de vue, je pourrais dire que l'attachement au visuel dans la musique aujourd'hui fausse un peu la réflexion sur le rapport entre la création et la vie. Le visuel, c'est-à-dire la pochette du CD, le visuel, le clip, l'image du chanteur, etc., qui déforme ce rapport de la création à la vie. Un des traits remarquables de la musique d'aujourd'hui, c'est la saturation. La saturation qui désigne pas seulement le volume sonore extrême, mais qui désigne aussi une certaine forme de son que vous connaissez grâce aux guitares électriques par exemple, et qui sont des sons évidemment qui ont en quelque sorte gagné en force de frappe si on compare un son saturé de guitare électrique avec un luth du Moyen-Âge. On a une densité de son qui est pas simplement liée à la force du son, mais à son contenu même. Donc nous sommes à une époque de saturation. Cette saturation ne renvoie pas du tout à la communication. Il faut peut-être dire au contraire que la recherche de la saturation bloque la communication et bloque même la réflexion. En un mot, elle est de nature panique. Elle correspond à ce que Nietzsche appelle le côté dionysiaque de l'art. Et cette recherche de saturation, je la place du côté de la composante intensive de la vie dont je parlais tout à l'heure. Par la saturation, nous cherchons à densifier notre conscience, à la plonger dans un fond de puissance qui nous échappe et que nous essayons de reproduire et de répercuter. Un groupe musical actuellement, enfin un courant musical actuellement qui rassemble différents acteurs musicaux s'appelle le Theatre of Eternal Music, théâtre de la musique éternelle. Sous-entendu, la musique a toujours déjà commencé bien avant nous et nous sommes là pour la faire entendre, nous musiciens. Bon, voilà une manière de dire que la musique consiste moins à produire des sons humains qu'à entendre une puissance plus profonde. Alors, néanmoins,
Donc la saturation, pour le dire d'un mot, j'accélère encore un peu, c'est la saturation, c'est d'un mot, c'est moche. C'est moche. Pourquoi? Et c'est la question que je voulais poser maintenant pour finir. Au fond, c'est la fin de mon exposé, si vous me prêtez vie. C'est une fin un peu longue sur la musique aujourd'hui, justement. Alors pourquoi? Donc je vais répondre à cette question de la manière suivante. C'est moche parce que ça ne tient pas compte de quelque chose de fondamental dans la composition musicale, qui est l'articulation du corps et du langage. Le corps, c'est le grand filtre qui donne un langage à notre désir. C'est lui qui structure l'énergie primordiale qui nous rattache à la vie. Donc, on peut dire que le beau a été exclu de l'art contemporain à partir du moment où le corps lui-même a été évacué. 1917, la fontaine urinoir de Duchamp, donc, qui est un geste artistique sans véritable contribution de la corporéité. Et d'autre part, pour prendre la musique, par exemple Schoenberg avec le Pierrot lunaire en 1912, partition donc qu'on appelle sérielle ou dodécaphonique, et qui est une musique qui fonctionne sur ses bases propres, sans référence à la corporéité. Je vais me servir de Nietzsche quelques instants ici, et de la danse. Nietzsche déclare « Rien n'est beau, l'homme seul est beau ». Donc, la danse joue un rôle particulier dans la beauté, non pas simplement en raison de cette beauté propre à l'homme, mais parce qu'elle est la grammaire du corps. Et je voudrais citer ici un musicologue, bon, pas connu, enfin, mais important quand même dans son registre, qui est Boris Schloetzer, qui a accompagné la naissance des ballets russes de Diaghilev et de Nijinsky, et qui disait la chose suivante: l'idéal de la chorégraphie est une danse psychologiquement inconditionnée, se développant par ses propres forces, régie par ses propres lois. Ce n'est pas une gymnastique, mais la réalisation dans le temps et dans l'espace de toutes les puissances, de toutes les possibilités du corps humain. Et cela, c'est, on peut le dire, la réalisation du programme de Spinoza, nul ne sait ce que peut un corps. Eh bien, on peut dire, pour faire bref, donc, que la musique, notamment du XXe siècle, se caractérise exactement par le mouvement inverse de retrait du corps, notamment avec l'invention dans les années 50 de ce qu'on appelle en musique le sérialisme intégral, qui est une conception de la musique par Pierre Boulez notamment, mais aussi par l'allemand Stockhausen, et qui consiste à produire, à donner un code de production des œuvres musicales extrêmement précis, qui concerne tous les aspects du son musical, qui sont le timbre, la hauteur, la durée, l'intensité. Et tout est déterminé par un code. Bon. Alors, il y a pour Nietzsche deux types d'ivresse. Et je vais maintenant me servir de la théorie du mimétisme chez Nietzsche pour comprendre les rapports entre la musique et les autres arts, et puis les arts et la vie. Il y a deux ivresses qui sont l'ivresse apollinienne réservée au visuel, aux yeux, à une petite partie du corps, et puis il y a l'ivresse dionysiaque qui implique la totalité de la sensibilité et du corps. D'où provient l'art? L'art, pour Nietzsche, provient du fait originel que l'homme est capable d'imiter ou de représenter par son corps tous les mouvements du réel en mobilisant toute sa sensibilité corporelle et de représenter toutes les émotions. Alors ceci, Nietzsche le nomme de manière assez comique l'histrionisme dionysiaque, l'hystérie du dieu dansant qui exprime absolument frénétiquement quelque chose. Et donc, dit-il, l'art premier, au fond, c'est le mime, cette capacité du corps à exprimer toutes les émotions. Et il ajoute ceci: la musique est une spécialisation lentement acquise de cet état premier.
dire que la musique n'est pas l'art fondamental c'est la danse, et la musique, c'est une sorte déjà de simplification ou d'intellectualisation de notre capacité au mimétisme. Et il écrit une phrase très simple et très suffisante pour notre propos: jusqu'à un certain point, tout rythme parle encore à nos muscles. Et par rythme, il faut entendre absolument tous les rythmes qu'on peut trouver, les rythmes d'une façade architecturale, les rythmes d'une musique, les rythmes d'un tableau, les rythmes d'une sculpture, les rythmes de l'art en général. Donc, jusqu'à un certain point, tout rythme parle encore à nos muscles. Donc la danse, le mouvement du corps, la motricité est le fondement de l'art. Combien de temps me reste-t-il ? 5 minutes. On me demande l'impossible. Alors, en 5 minutes, je vous dirais que je voudrais vous parler d'un auteur, d'un chef d'orchestre qui s'appelle Ernest Ansermet, qui a écrit un livre oublié qui s'intitule, moi-même j'ai oublié le titre, tellement il est oublié, parce que c'est un titre un peu compliqué. Je vais vous le donner. Donc, il s'intitule « Les fondements de la musique dans la conscience humaine ». Alors, en 61, donc, les fondements de la musique dans la conscience humaine. Et donc, pour faire très très court, dans ce livre, Ansermet s'oppose au sérialisme intégral, s'oppose au procédé d'écriture extrêmement intellectualisé de Pierre Boulez et de l'école dite post-sérielle, en disant que la conscience musicale obéit à des lois propres, qui ne sont pas les lois d'un langage mathématique ou d'un langage abstrait, mais qui sont des lois proprement de la conscience. Et Ansermet s'appuie sur un philosophe de la vie que vous avez peut-être croisé cette année, un philosophe de la vie, pas le plus grand, mais c'est Husserl, le phénoménologue, qui aussi a traité précisément de la vie de la conscience. Et donc Ansermet reproche à Boulez précisément cette immense abstraction de la production musicale qui est un contresens. Et voilà, en un mot, j'y viens. Pourquoi, si je devais résumer, pourquoi la vie, la musique contemporaine est-elle inaudible ? Bon, le mot inaudible a évidemment plusieurs sens, mais elle est inaudible parce que précisément l'acte de composition n'est plus référé à des fondamentaux immanents à la conscience musicale, par exemple à la perception musicale, mais la production musicale, en tout cas pendant le règne de Pierre Boulez et du sérialisme jusqu'aux années 80, eh bien, la production musicale était donc gouvernée par ces lois très, très abstraites dont je vous parlais. Et les choses, donc, le genre de partition que ça donne, je pense que vous avez entendu ce genre de sonorité extrêmement découpée, sans liaison, qui produisent éventuellement de très beaux effets poétiques, mais qui ne font pas un discours musical. Bon, alors évidemment, c'est une option qui maintenant, d'ailleurs, je vais terminer là-dessus rapidement, depuis les années 80 est terminée. Bon, et donc, je vous propose, pour terminer, 5 formes de musique contemporaine. Qu'est-ce qui existe en musique contemporaine aujourd'hui ? Sachant que moi, je ne suis pas justement dans cette liste. Cette liste est très, d'ailleurs, limitative, mais c'est les grands piliers actuels. Bon, nous avons la musique spectrale, qui est la plus importante, qui prend la place finalement de Boulez et du sérialisme. La musique spectrale, très intéressante, par l'analyse informatique, on analyse l'intérieur d'un son. On analyse l'intérieur d'un son. Vous savez tous qu'un son est composé d'harmoniques. Un son, c'est pas un son, c'est des centaines de sons. Donc tonique, fondamentale, la quinte, la tierce, la septième, etc. On monte comme ça et on a énormément de notes qui suivent. Donc la musique spectrale, avec les outils très pointus de la physique, de la micro-informatique d'aujourd'hui à l'IRCAM, prend un son, l'analyse et fait une chose
qui est de l'ordre du microcosme-macrocosme, c'est-à-dire on prend un seul son et on le fait parler sur des dizaines de minutes ou sur une minute, enfin on déploie dans le temps sa structure sonore. Donc ça donne une musique indiscutable. Qui pourrait dire que c'est pas de la bonne musique, puisqu'on prend un son, le son c'est la musique, et donc on déploie l'intérieur du son. C'est une manière de faire qui est aujourd'hui une voie très très importante dans la recherche musicale aujourd'hui. Deuxième courant, pour ceux qui connaissent Arvo Pärt par exemple, c'est ce qu'on appelle le courant mystique, qui consiste à revenir à des compositions du Moyen-Âge, et on l'appelle aussi le style tintinnabulum, parce qu'il utilise beaucoup de clochettes religieuses, et on est là dans une formation hypnotique avec beaucoup de répétitions, c'est une musique qui plaît aujourd'hui beaucoup parce qu'elle est au moins un peu spirituelle. Elle n'est pas justement mathématique, sérielle ou ni même informatique. C'est une musique répétitive, mais en même temps mystique. Troisièmement, la musique répétitive proprement dite, encore plus connue, qui devient presque une musique d'ascenseur avec Steve Reich, Philip Glass et quelques autres. Qui consiste à répéter en boucle donc des samples préparés, avec des décalages néanmoins, avec des décalages progressifs entre les différentes lignes. Je vous conseille à ce sujet d'écouter une merveilleuse musique de Steve Reich qui s'appelle Musique pour 16 musiciens, où les 16 musiciens jouent à peu près la même chose en décalé, et c'est tout à fait fascinant. Bon, ça c'est la musique répétitive, plus que deux. Donc, ils sont... Enfin, ça fait trois, parce que le quatrième, il se divise en deux, c'est la musique liée à l'informatique musicale. Donc, avec l'informatique, on peut faire la musique aléatoire. On peut faire de la musique aléatoire, c'est-à-dire programmer l'ordinateur pour qu'un événement musical ne se reproduise pas. Vous voyez, avec l'ordinateur, on peut tout faire, on peut aussi faire ça. On peut faire des cryptages, en quelque sorte, faire que ça ne se reproduise jamais deux fois de la même sorte. Ou on peut faire, au contraire, une musique fractale. Alors la musique fractale, c'est une musique qui consiste à attribuer à chaque point d'une fonction, ou à quelques points d'une fonction mathématique, un son. Et si vous voulez aller sur Google, vous tapez musique mathématique, là aussi c'est indiscutable. Qui pourrait consister qu'une hyperbole, c'est pas beau en musique? C'est tout à fait indiscutable. Enfin et dernier, la musique conceptuelle de John Cage. Je prendrai un seul exemple, qui est un art sociologique, encore une autre figure de l'art aujourd'hui, un morceau très, très fameux qui s'appelle 4 minutes 33 secondes, en anglais 4 minutes and 33 seconds, et qui est une œuvre en 3 parties, pendant lesquelles le musicien a pour mission de ne pas jouer. Alors c'est pratique, ça peut être facilement adapté à toutes sortes d'instruments. Et il y a notamment eu une version à Londres en 2006 pour grand orchestre de 70 musiciens avec chef d'orchestre. Et donc pendant ces 4 minutes 33, on entend les bruits de la salle et on se regarde. Voilà, j'ai terminé. Vous m'avez un peu brusqué. Merci beaucoup en tout cas pour cette démonstration extrêmement riche. Je suis sûre que le débat avec la salle va permettre de suivre les pistes que vous avez esquissées au cours de cette présentation. Alors, s'il n'y a pas de questions de la part de la salle, je veux bien commencer par poser la première, puisque c'est toujours la plus difficile. Vous avez dit que finalement l'artiste n'était pas un homme d'action. Est-ce que c'est vrai également pour l'artiste engagé? Est-ce que l'artiste engagé n'est pas une sorte de trait d'union entre l'action et la création, dans le sens où par sa création, il ambitionne de transformer le monde? Alors bon, il y a peut-être plusieurs manières de transformer le monde, comme vous dites. Alors parce que s'engager, c'est quelque chose de compliqué. Notamment, on peut s'engager
on peut dire, je puis dire, juste au bord de l'action, s'engager un peu, s'engager par exemple à la lisière de l'art, de sorte que l'art, effectivement, produit ce que j'appellerais plus une action sociale, par exemple. Il y a aujourd'hui un art sociologique, c'est le cas d'exemple que je viens de citer de John Cage. On peut dire que c'est une forme d'action parce que, évidemment, si vous allez dans un concert et que vous avez 3 minutes, 4 minutes 33 de silence, c'est évidemment pas de la création musicale, c'est une action, c'est une forme d'engagement de John Cage. En vue de quoi, c'est pas très clair. En tout cas, là, je dirais, c'est une action sociale. À l'autre extrême, pas d'exemple qui me vient là immédiatement, mais on peut penser à l'autre extrême, un artiste qui véritablement se pense comme engagé politiquement, pas simplement socialement, pas simplement moralement, mais politiquement, qui est membre du Parti communiste, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple tout à fait au hasard. Qui est membre militant et qui, explicitement dans ses œuvres, est aux côtés du politique, de l'agent politique, et je ne sais pas si ça existe, quelque chose comme ça. Bon, est-ce que ça existe? Est-ce que les musiciens soviétiques des années 20, qui écrivent des partitions extraordinaires d'ailleurs, sont des militants de la Révolution? Il y a un décalage entre le contenu d'une œuvre et la chose politique. Bon, je me fais un peu le défenseur d'Hannah Arendt quand je dis ça, qui fait qu'on peut connecter les choses, mais c'est une construction. Voilà, je pense que ce que je peux vous répondre, c'est oui, mais il faut bien comprendre que c'est une construction seconde qui s'ajoute à l'art. Hein. Comme dit Kant, paragraphe 59 de la critique de la faculté de juger, c'est le professeur de philosophie qui revient, le beau est le symbole de la moralité. Et ce qu'il faut entendre, est seulement le symbole de la moralité. Les valeurs esthétiques ne sont pas en soi des valeurs politiques. Donc, si on prend une œuvre comme le fameux, tout le monde connaît ça, c'est une tarte à la crème du secondaire, le Guernica de Picasso. Alors, le Guernica de Picasso, c'est un acte politique antifasciste, etc., etc. Bon, c'est surtout une sublime œuvre d'art, et on ne peut pas évidemment épuiser sa signification dans le combat antifasciste que Picasso, à juste titre, mène. Bon, donc il y a quand même entre la simple action sociologique, je suis là pour vous embêter en tant qu'artiste, je fais des choses désagréables ou je fais bouger les choses, bon, voilà. Et puis le pur engagement politique, il y a effectivement tous les intermédiaires. Pensons par exemple au Bauhaus, auquel Kandinsky a participé pendant de longues années d'ailleurs, sans être vraiment communiste. Enfin bon, il y a une histoire un peu autour de ça. Mais que dit le Bauhaus? Le Bauhaus ne dit pas « nous sommes pour la révolution communiste », c'est plutôt le contraire. C'est « nous faisons un art qui change le monde ». C'est-à-dire que nous faisons un art, nous fusionnons tous les arts pour produire des bâtiments, des constructions qui font que la vie des hommes change. Bon, vous voyez, ça c'est un engagement, mais qui n'est pas vraiment un engagement politique. Donc on a... Sur la notion d'engagement, je crois qu'on a vraiment tous les niveaux, si vous voulez, de possibilités. Je crois que votre question portait vraiment sur l'artiste engagé, c'est-à-dire, moi, l'artiste, en même temps, je suis explicitement positionné politiquement sur tel secteur, tel créneau. On pourrait le demander autant du savant. Si je vous demandais un mathématicien communiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, si ça veut dire quelque chose, c'est grave. Et ça a pu vouloir dire quelque chose à une époque. Bon, les mathématiques communistes, c'est pas tout à fait les mêmes que les autres. Bon, d'accord. Mais donc, je crois qu'il faut parler de construction. Je ne dis pas que les constructions sont mauvaises. C'est vrai que le phénoménologue s'intéresse plutôt à déconstruire, à séparer les choses, à ramener les choses à l'essentiel. Mais on peut très bien, effectivement, proposer une construction sociale qui relie l'artiste et la politique. Bonjour. Bonjour, Donc, bonsoir. Quelque chose que je n'ai pas très bien compris dans votre analyse, en fait, c'est quand vous avez l'air d'être contre la musique saturée.
Pardon, je n'ai pas compris. Vous avez l'air d'être contre la musique saturée. La saturation en musique, vous l'avez dit. Ah, contre la saturation, j'avais Oui, pas voilà. entendu. Oui, bon. Enfin, c'est ce que j'ai D'accord, compris de l'analyse, ouais. mais après j'ai peut-être pas bien compris. Par contre, et vous avez l'air de dire que la musique, pour vous, elle s'exprime, elle a pour fondement le corps, en fait, l'expression corporelle. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que la saturation, justement, dans la musique, elle permet d'amplifier le ressenti corporel qu'on a. Oui. Alors, oui. Je vais tricher, je vais lire des choses que je n'ai pas pu lire à cause de ma voisine qui m'en a empêché. J'avais une phrase pour ça, c'était « Les nighters me font penser à des manifestants. Ils ne le savent pas, mais ils participent en fait à une manifestation mondiale qui a lieu tous les samedis soirs. » Bon, j'aime bien imaginer que c'est une manifestation mondiale, les réunions dans les nightclubs, sur les dance floors. Bon, les gens ne le savent pas, ils sont là pour autre chose, bien sûr. Mais c'est une manifestation artistique. Alors, en quoi la saturation ne dit pas tout, hein? C'est un mouvement important, la saturation, aujourd'hui. Il y a des ateliers, il y a les mardis de la saturation au centre de création musicale aujourd'hui. C'est le mardi de la saturation, où l'on réfléchit sur ce phénomène. Alors, où est la limite de la saturation? C'est qu'elle n'est pas articulée précisément. C'est-à-dire, elle est énergétique. Hein, elle est énergétique, je pense que c'est ce que vous voulez dire, et je ne le conteste pas. Elle est énergétique, elle est même notre manière de capter l'énergie. Cette énergie qui a disparu, hein, c'est ça la transe. La saturation, c'est un moyen d'arriver à la transe, mais ça ne fait pas encore un art. Parce que dans l'art, il y a le corps et il y a le langage. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le langage de l'art doit être à mi-chemin, en quelque sorte, entre les fabrications intellectuelles, à la manière de Boulez, par exemple, ou même de différentes choses plus modernes, où on fabrique un code de production intellectuel, un protocole de production musicale. Ça, c'est pas un langage... C'est coupé, non. Et le corps, qui est donc effectivement l'énergie. Donc le langage doit être à mi-chemin entre l'intellect et le corps. Et ce que je trouve d'extraordinaire chez Nietzsche, même si Nietzsche, Nietzsche c'est un philosophe d'il y a plus d'un siècle, fou, poète, qui écrit des phrases incompréhensibles, enfin bon. Et en même temps, il n'y a pas de meilleure adresse, me semble-t-il, pour dire cette chose qui a été répétée ensuite par tous les penseurs, Schlözer et les autres, et en se remettre au XXe siècle, à savoir que, au fond, la chose fondamentale de la musique, c'est le rythme. Et le rythme, il est précisément dans le corps, et il est assis dans le corps. Et donc, la chose extraordinaire que dit Nietzsche, c'est que l'art consiste à passer du rythme corporel au rythme dans un domaine considéré, donc au rythme visuel, au rythme architectural, au rythme plastique, au rythme musical également, au rythme des sons, etc. Et donc cette genèse du langage artistique dans chaque domaine de l'art à partir du mimétisme corporel fondamental, c'est quelque chose de... Voilà, qui me paraît le fondement de l'art, et c'est l'abandon, c'est la perte de contact avec cette vérité-là qui fait que beaucoup de choses dans l'art contemporain, alors l'art contemporain musical et les autres, est devenu invisible ou inaudible. Hein. Bon, je ne sais pas si je réponds à votre question, parce que entre la question et la réponse, il y a parfois un décalage. Je vous trouve extrêmement... je vais peut-être me faire l'avocat du diable, hein, mais je vous trouve extrêmement dur quand vous dites que la création artistique a perdu son sens au cours du XXe siècle. Est-ce que plutôt que de perdre
de sens de la création artistique, on ne pourrait pas dire qu'il y a eu un déplacement. On pourrait penser à l'émergence finalement de nouvelles formes d'art comme le cinéma, enfin, je ne suis pas une experte en Alors, moi non plus, donc ça va être dur. Mais il me semble qu'on a des œuvres cinématographiques qui font sens. Oui. Alors là, c'est un point. Vous avez marqué un point, oui, c'est évident que l'art que le cinéma, pardon, on l'appelle le 7e art. Bon, je ne sais pas d'où vient, à quelle époque est venue cette notion de 7e art. Après 25 siècles d'art, de 6 arts, il y en a un 7e qui déboule. Bon, ça c'est quand même une chose assez incongrue, qui montre le bouleversement de l'histoire. Comme dit Hannah Arendt, l'histoire sort de ses gonds. C'est quand même bizarre qu'on n'ait pas trouvé avant. Enfin, on ne savait pas, il y en avait un 7e. Bon, alors, c'est le cinéma. Ah bon, d'accord. Bon. C'est très étonnant comme processus, ça, qui est l'apparition d'un nouvel art dans l'histoire de l'humanité. C'est pas possible. Bon, là, moi aussi, là, vous voyez, je peux provoquer. Donc, je vous provoque et je vous dis, c'est pas possible. On peut pas découvrir un nouvel art. Enfin, depuis 200 000 ans que l'homme est sur la Terre, on l'aurait trouvé, ce truc-là. S'il y avait un autre art qu'on n'avait pas vu, on a fait l'architecture, on a fait la musique, on a fait la peinture, la sculpture, la danse, la poésie, et on ne savait pas qu'il y avait le cinéma. Bon, alors là, vous allez me répondre, et il faudrait me répondre, effectivement, c'est l'apparition d'un nouveau moyen d'expression. Bon, voilà. Et toute la question sur le cinéma, c'est de savoir si c'est un moyen d'expression suffisamment noble. La réponse on pourrait s'aider de Kandinsky pour soutenir le cinéma, puisque Kandinsky dit, vous voyez, je vais pouvoir encore donner en contrebande une petite partie de ce que j'ai pas pu dire, ce que dit donc Kandinsky. Je voudrais vous citer le passage. Tous les procédés sont sacrés. C'est un très beau passage du spirituel dans l'art. Tous les procédés sont sacrés s'ils sont intérieurement nécessaires. C'est le principe de nécessité intérieure. Tous les procédés sont sacrés s'ils sont intérieurement nécessaires. Tous les procédés sont péchés. Donc tous les procédés sont péchés, y compris le marbre, la sculpture, l'architecture. Tous les procédés sont péchés s'ils ne sont pas justifiés par une nécessité. S'ils ne sont pas justifiés, donc, par la nécessité intérieure. Alors ça, c'est une phrase qui va tout à fait dans l'ouverture maximale de l'art. Ce qui compte, c'est la captation intérieure de la zone sensible, en quelque sorte, dans le domaine des sens visuels, musicaux, visuels et sonores. Bon, l'art du toucher, l'art du goût et l'art de l'olfaction, c'est très très inférieur. Mais dans le domaine des datas visuelles et des datas sonores, tout est permis, à condition que ce soit né, la composition, parlons de musique, cinéma, hein, que la composition de l'œuvre soit issue d'une nécessité intérieure, c'est-à-dire d'une fabrication de l'œuvre telle que, dans cette fabrication, ne prédomine pas un langage intellectuel posé de l'extérieur, mais une genèse intérieure et nécessaire de la formulation. Donc il n'y a pas d'art poétique, il n'y a pas de code poétique. Alors on peut très bien imaginer, je cherche des cinéastes, bon voilà, est-ce qu'il y a des cinéastes qui font ça ? Est-ce qu'un réalisateur, bon, je ne sais pas pourquoi Bergman me revient en tête, alors voilà, Bergman. Est-ce que Bergman ou quelques autres font des œuvres d'art cinématographique, c'est-à-dire composent l'œuvre cinématographique essentiellement à partir de la nécessité intérieure, au sens de Kandinsky. Donc oui, il y a eu un déplacement, vous avez raison. Et nous sommes tous fascinés par le cinéma. Alors vous voyez, bon, là c'est mon incompétence sur cette question du cinéma, parce que là je suis venu avec l'étendard de la musique, mais c'est vrai que la création artistique n'est pas morte dans tous les sens.
Bonsoir. Bonsoir. Justement, à propos de Kandinsky, en fait, je m'étonne un petit peu que Kandinsky soit dans ce thème un petit peu de la vie et de la création. Est-ce que vous placez Kandinsky du côté de la vie dans la création ou parce que Kandinsky, en fait, il semble un petit peu donc dans le domaine de l'art, donc replacer la vie du côté du spectateur, dans la réception de l'art, dans la contemplation. Mais d'un côté, il nous donne aussi un petit peu une méthode de création au niveau des sons, des formes, des couleurs, qui revient un petit peu à cette façon de faire la musique informatisée et donc d'une certaine façon enlever la vie de la création. Donc Bon, je crois que je comprends la question, mais finissez là si vous avez encore... oui, donc pour vous, justement, Kandinsky, est-ce qu'il replace la vie dans la création ou pas justement, est-ce que c'est le début justement de tous ces mouvements de saturation peut-être ou d'intellectualisation de l'art contemporain en fait? C'est une question difficile et très, très concrète. Votre formulation me paraît un peu bizarre. Vous me dites, est-ce qu'il replace la vie dans la création? Moi, j'étais plutôt dans il replace la création dans la vie. Enfin bon, c'est une question qui est toute une histoire de la peinture que vous posez là. C'est que, bon, qu'est-ce qui se passe pour Kandinsky? Il se passe que bon, c'est une banalité que je vais dire là, il se passe que l'art figuratif manque quelque chose d'essentiel. Hein, alors, qu'est-ce qu'il manque, cet art figuratif? Il manque... quelle est la cible qu'il manque? Il manque deux cibles, en fait, cet art figuratif, à l'époque de Kandinsky. Je dirais du côté de l'objet, du côté de la chose, du côté de la nature. L'art figuratif ne voit pas quelque chose, c'est-à-dire le fait que le monde n'est pas composé précisément de choses, mais que le monde est une jeunesse permanente, une genèse, une naissance permanente. Là, je pense un peu à un autre peintre. Peut-être que vous avez peut-être raison dans votre question, et je vais peut-être plus parler de Paul Klee que de Kandinsky, parce que, en tout cas, on peut au moins, je pense, on peut réunir les deux là, c'est-à-dire qu'est-ce que bon, il y a une distinction de Spinoza, hein, qui est la distinction entre natura naturata et natura naturans, hein, c'est-à-dire la nature naturée, la somme des choses que nous avons sous les yeux, et la nature naturante, qui est le principe générateur invisible de toutes ces choses que nous voyons. Et donc, ce que manque l'art figuratif, c'est justement de voir, qu'il ne voit pas plutôt, et qui ne sait pas exprimer ce principe génératif de la vie, dans la vie du monde. Hein. Pourquoi? Parce que l'art figuratif s'en tient justement aux choses, au lieu de remonter, comme dit Paul Klee, de replacer, en s'inspirant de Bergson d'ailleurs, de replacer les choses dans l'existence, hein, dans le mouvement, replacer les choses dans le mouvement de l'existence. Bon. Alors, deuxièmement, ce que manque l'art figuratif, c'est du côté du sujet, précisément, du côté de l'artiste, tout simplement par le fait que on en a marre de ces moyens. On a épuisé les moyens proposés par l'Académie. C'est vite dit parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué. On a fait le tour des possibilités de la peinture figurative, et donc alors moi, si je devais répondre à votre question, je dis oui, contrairement, enfin vous voulez m'objecter, mais je maintiens, je pense, hein, c'est-à-dire Kandinsky maintient la vie, et relance la vie, parce qu'il relance la subjectivité. Alors, vous voyez dans Kandinsky le formalisme. C'est ça votre question. Vous voyez le formalisme, vous voyez
le côté parfois très formel. Et bon, en même temps, il ne faut pas non plus idéaliser, il y a du bon, du mauvais, du moyen Kandinsky. Il y a parfois effectivement du formalisme. Mais, si c'est bien votre question, si j'ai bien compris votre question, mais les automatismes ou les stéréotypes ou les procédés un peu stéréotypés que peut avoir l'art abstrait à son origine ne sont peut-être pas un argument en faveur, pour dire que la vie est sortie et qu'il prépare cet art hyper intellectualisé. J'ai essayé de vous le montrer parce que Kandinsky dit bien le contact, le principe du contact avec la couleur. Et où est-ce qu'il est l'intellect là-dedans? Il n'y a aucun intellect. Le principe du contact de l'âme et donc du corps avec la couleur, et inversement l'étude de l'impact d'une couleur sur un corps, il y a zéro intellect là-dedans. C'est pas du tout intellectuel. L'art abstrait, c'est pas de l'art intellectuel, c'est de l'art subjectif. Et donc, je ne pense pas que ce soit un argument. Alors, vous voyez, je pourrais corser un peu votre référence en vous parlant de Mondrian. Petr Mondrian, alors là, c'est encore pire, parce que tout le monde connaît les tableaux de Mondrian, qui sont ces traits noirs, bien géométriques, qui découpent des couleurs jaunes, des couleurs primaires, jaunes, rouges, etc. Et qui sont d'ailleurs qu'on retrouve aussi sur certains tailleurs pour femmes qu'on peut acheter dans le commerce. Bon, donc, que dit Mondrian à propos de ça? Mondrian dit: ce que je peins, ces rythmes que je peins, ces formes très très géométriques que je peins, c'est l'essence de la vie. C'est pas du tout une projection abstraite, volontaire, arbitraire. Une des choses les plus fascinantes, si vous avez l'occasion de voir une exposition Mondrian qui retrace l'histoire picturale de Mondrian. Et les premières peintures de Mondrian, ce sont des arbres. Et si vous suivez l'évolution de Mondrian depuis les premiers arbres qu'il peint, et vous voyez, il vous explique lui-même, il vous explique comment l'abstraction s'est faite progressivement, sans jamais abandonner le projet initial de rendre la vie. Y a-t-il une dernière question? Oui. Oui, bonsoir. Vous avez dit que l'artiste n'était pas un homme de communication. Puis vous avez dit que vous écriviez de la musique pour pouvoir entendre celle que vous vouliez. Mais moi, je crois qu'il y a un désir de communication et un désir de partage avec le reste du monde, de vouloir partager un univers singulier. Voir partager? De vouloir partager un univers singulier. Dans l'universalité? Pardon? Oui, j'ai pas bien compris la fin de la phrase. Je pense que l'artiste a un souhait, c'est-à-dire partager son univers intime avec, dans le cinéma, les téléspectateurs, ceux qui écoutent de la musique. Pourquoi alors l'art est mis... comment dire? Pourquoi l'art est-il donné au public? Alors ça c'est pas sûr du tout que l'art soit donné au public. Qui donne l'art au public? C'est pas moi qui vais vous apprendre que il y a une passation qui se fait là. Il y a une passation. Bon, mais je vais pas non plus. Je vais vous donner raison parce qu'évidemment vous avez raison. Mais je voudrais quand même souligner le fait que combien d'œuvres sont dans des tiroirs, prenons Van Gogh, qui n'arrive pas à vendre ses œuvres. Il y a une passation, et alors maintenant, aujourd'hui, il y a une passation muséologique de l'art, une passation étatique de l'art. Nous avons l'obligation d'être artistiquement cultivés. Vous êtes coupable si vous n'êtes pas artistiquement cultivé, avec tout ce que fait l'État-providence pour nous cultiver.
Donc nous avons des autoroutes de l'art, et c'est inadmissible aujourd'hui d'être inculte artistiquement. Bon, je plaisante un peu en disant ça. Ce que je veux souligner, c'est que, je dirais, pour nous mettre d'accord, si vous voulez, mais bon, les étudiants en philosophie dans cette salle savent très bien que je me réfère au paragraphe 21 de la critique de la faculté de juger, que l'art est le principe de la communication. Pardonnez-moi, c'est la racine de la communication. L'art n'a pas de projet de communication, mais il est la racine de la communication. C'est ce que Kant appelle le sensus communis, le sens commun, tout simplement. Alors maintenant, si j'aimerais rester un tout petit peu sur ma position et vous faire admettre, en tout cas vous dire, que le mouvement de l'artiste n'est pas d'abord de communiquer. C'est simplement ça que je veux vous dire. En revanche, une bonne œuvre d'art, une œuvre d'art réussie, se prête à la communication. Ça, c'est important. Et on ne peut pas dire qu'un artiste est content quand on lui dit c'est nul, retourne d'où tu viens. Évidemment, hein, une bonne œuvre d'art se prête au partage, comme vous dites très bien. Je pense que le mot de partage est pas trop fort, et c'est tout à fait ça. Il y a un partage. Une bonne œuvre d'art se signale aussi par le fait qu'elle se prête au partage. Et que donc on peut organiser une passation au public si on veut, mais ça c'est une question politique de deuxième degré. Mais le mouvement premier de l'artiste n'est pas de communiquer. Alors bon, en même temps, c'est de la psychologie tout ça, hein, c'est de la psychologie. Je peux très bien dire que je m'enferme dans ma chambre pour écrire pour quelqu'un, par exemple. Ou pour faire plaisir à quelqu'un. Mozart disait à un certain moment quand il écrivait, tiens, je vais leur mettre ça, ça va leur faire plaisir. Bon, je vais leur mettre, ils aiment bien quand je répète 2 fois, je vais leur mettre un petit galop d'orchestre, là, ça leur plaît bien au public. Je vais mettre ça, ça leur plaît. Bon, donc voilà, même chez le génial Mozart, bon, il y a un désir évidemment de réception. Mais le désir le mouvement de création n'est pas en soi un mouvement de communication. Mais peut-être qu'après, c'est un devoir de communiquer. Moi, j'ai toujours été frappé par les artistes qui déchirent, par exemple, qui jettent, qui mettent au feu. Bon, si c'est mauvais, c'est normal. Hein. Mais c'est... Descartes, dans le discours de la méthode, à propos de ses propres découvertes scientifiques, justifie la publication contre la censure aussi, en disant que bon, c'est un devoir hein, pour un savant, quand il a fait une découverte, de contribuer autant qu'il le peut au bien de l'humanité en faisant partager cette connaissance. Mais vous ne pouvez pas dire que les découvertes des lois d'optique ont été faites par Descartes avec la conscience, 2 points, chouette, je vais pouvoir communiquer ça à l'humanité, ou qu'est-ce que je pourrais bien trouver pour l'humanité. Donc, chaque fois qu'on a affaire à des consciences approfondissantes, des consciences qui vont dans la profondeur des choses, on s'éloigne quand même un petit peu de la communication. Bon, voilà. Mais l'avion est sorti de la salle. Je n'y suis pour rien. Et c'est pour ça que je ne m'entends pas depuis tout à l'heure, d'accord. Donc j'étais en train de vous dire, je ne sais plus. Mais oui, c'est ça, que il y a une passion autour de l'art qui se fait, qui se donne. Cette passion est indéniable. Et, voilà. Très bien, nous vous remercions. Et nous vous... Et Isée Goria vous donne rendez-vous le 27 avril
pour aborder un tout autre sujet, mais tout aussi intéressant, la question de l'humanisme dans le sport. Ça, c'est une question. Je suis désolée, mais en termes de toute façon, je sais qu'à partir de 22h, les personnes sont de la salle. C'est toujours frustrant. Oui, non, mais c'est pas tout à fait vrai. Moi, j'ai vu sur les Égoriens, les conférences vont durer 3 heures. Pénal Ruiz, il est resté 3 heures. Non. Non. Il est resté 2 heures.